Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Batman The Dark Knight Returns, The Game, donc un nom bien compliqué. C'est un jeu de Cryptozoic, c'est un jeu solo à la base, donc vous verrez qu'il y a un mode supplémentaire où on peut jouer en compétitif, en 1 contre 1, mais le jeu a été prévu pour faire du solo, et donc on va incarner donc le Dark Knight dans l'arc narratif du Dark Knight Returns, donc de Frank Miller. Et vous allez voir que l'histoire suit le comics, du moins on reprend les principales lignes, à travers un jeu, ma foi, qui n'est pas fait pour tout le monde, mais qui est assez sympathique quand même, pour un jeu à licence, et pour un jeu de Cryptozoic, je trouve. Alors, comment ça va se présenter? Donc ici, vous avez cette grosse boîte qui contient en fait 2 autres boîtes, parce que c'est la version collector, avec d'une partie les composants du jeu, et de l'autre, vous avez toutes les figurines du jeu. Donc je vais la mettre de côté. Et on va arriver sur le jeu directement. Donc ce jeu se déroule, en fait c'est un jeu qui va avoir un cœur de gameplay, et qui va évoluer en fonction des différents chapitres, des différents livres. Donc vous voyez qu'on a par exemple ici sur le livre de règles, le livre 1 également. Donc c'est les règles de base, plus le livre 1. On va avoir le livre 2, juste en dessous. Le livre 3, et le livre 4. Et vous voyez que c'est plutôt des feuillets, hein. On ne peut pas dire que ce soit vraiment des livres, mais c'est souvent un feuillet double, souvent. Et chaque livre va en fait altérer la règle principale du jeu pour coller au chapitre, au livre que l'on va jouer. Donc le jeu se joue normalement dans l'ordre, avec livre 1, livre 2, 3 et 4. Si on perd un moment dans le livre, on recommence la partie à partir du livre 1. Alors, ce qu'on a ici au niveau des livres se retrouve au niveau des composants. Donc mon livre 1, qui a les règles de base, va être accompagné d'un deck de cartes qui sont toutes indiquées avec un petit 1 en bas, donc c'est très pratique pour ranger. Toutes les cartes qui sont attenantes au chapitre 1, donc là c'est 1 et 2 même, vont avoir un petit 1 indiqué, et on va pouvoir comme ça retrouver nos cartes tranquillement. Donc vous voyez certaines cartes ici, d'autres cartes avec le 1 qui se trouve en bas à droite. Et en plus de ça, donc ça sera pour le chapitre 1, va accompagner le chapitre une carte de scénario, qui est recto verso, et un résumé de la manche. Alors attention, dans le jeu, il y a plusieurs cartes résumées de la manche, ce ne sont pas les mêmes cartes. Vous avez la carte résumée de la manche a également un petit 1 en bas, pourquoi? Parce que les règles particulières du tour de jeu pour le livre sont rappelées sur cette aide de tour de jeu. Donc ça c'est pas mal, j'avais pas fait gaffe au début, c'est-à-dire qu'en prenant le livre 2, j'ai commencé à prendre la même carte, et en fait je me suis rendu compte que les règles qu'on retrouve de toute façon dans le livre, hein, sont quand même rappelées dans le tour de jeu ici, quand elles interviennent dans le tour de jeu. Donc ça c'est pas mal, le matériel est vraiment dédié à chaque livre. Donc on a ces 2 cartes, le scénario et le résumé de la manche, on a aussi le résumé du combat derrière, donc attention, potentiellement le résumé du combat peut être altéré aussi. Et pour chaque livre, donc on va avoir ça pour le livre 2, le livre 3, le livre 4, et pour chaque livre, vous aurez également un deck de départ, avec marqué un petit S pour Start au tout début, et qui sera utilisé dans tous les livres. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le scénario, on va mélanger les cartes du livre 1 avec les cartes de départ. Le scénario indiquera, je crois que le scénario indique comment on prépare le deck, et c'est avec ce deck de cartes qu'on jouera chaque livre. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors, chose supplémentaire, des composants qui vont être associés au scénario. Parmi les composants, on va retrouver ici, j'ai dû mettre sur les composants, vous allez retrouver également le petit numéro de scénario, donc on peut les ranger, moi dans ma boîte je les ai rangés, scénario 1, 2, 3 et 4. Donc je sais que ces composants-là viendront pour le livre 1, ici pour le livre 2, livre 3 et livre 4, avec l'arrivée de Superman. Les autres composants, vous pouvez très bien tomber sur d'autres composants qui seraient dédiés au scénario. Ici j'ai des composants pour le scénario 3 aussi, qui ont été mis ici, mais ça doit être les seuls. Et éventuellement, si on nous en demande d'autres, ils seront dans la boîte. Ceux-là, ils peuvent servir pour tous. Ici, ça pourra servir pour certains scénarios. Ça servira pour tous les scénarios. Les dés pour tous les scénarios, potentiellement. Ou du moins, ils seront introduits dans chaque scénario. Ici, ce sera pour tous les scénarios aussi. Et les dés, on verra comment ça se passe plus tard. Donc vous voyez que les composants, il faut avoir ça à l'esprit, c'est que vous allez à chaque fois avoir une règle, la règle principale, et les ajouts de chaque livre. C'est pas très compliqué, ça vient souvent faire des petites retouches
Donc ça se suit facilement, mais c'est intéressant de le savoir quand on commence à lire les règles, parce qu'on peut être un petit peu perdu. Point important dans le jeu. Vous allez retrouver un système où, sur le plateau de jeu, vous allez retrouver ces trois ennemis, on va dire, entre guillemets ennemis. Donc ici, vous avez des mutants. Ce sont les mutants dans le Dark Knight Returns. Vous avez les journalistes. Et vous avez la police. Hop là. La police qui est rappelée par ça. Donc un de ces jetons vous rappelle qu'il y a une unité de police ou une unité de télé ou un mutant sur le lieu où vous allez vous trouver. Et ces symboles, on va les retrouver également sur le plateau de jeu, mais pour des types d'actions. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc ici, j'ai bien le starting, le deck de départ, le livre 1, le scénario 1. Je vais avoir la même chose, donc même épaisseur pour le livre 2. Pour le livre 3, pour le livre 4, et enfin on a une petite carte qu'il faut ouvrir qu'à la fin du livre 4, je ne l'ai pas encore ouvert, parce que je ne suis pas arrivé à la fin du livre 4. J'ai échoué juste à la fin du livre 2, moi, dans le combat contre le chef des mutants. Alors, le plateau de jeu. A noter qu'on a aussi un deck pour le mode 1 contre 1, que je ne ferai pas voir dans cette vidéo. Le plateau de jeu est assez grand. Alors, pour un jeu solo, je le trouve un tout petit peu grand. Je le trouve même très grand, en fait, finalement, pour le jeu. Donc, vous voyez qu'on a un peu de mal à le cadrer complètement. On va dézoomer un petit peu. Donc ici, vous avez des cartes qu'on va pouvoir mettre. Alors, quand j'avais fait mon unboxing, j'avais précisé que c'était pas pratique d'avoir des cartes ici, mais ces cartes ici, pioche de manche et les cartes visibles, vous en servez que pendant une fois par manche en fait, pour faire le tri des, enfin pour préparer vos cartes. On y reviendra. Et donc finalement cette zone-là n'est pas très utilisée pendant la partie. Par contre, vous aurez bien une pioche événement et la pioche les événements face visible qui seront ici. Ça peut se mettre ailleurs sur le côté du plateau. Et vous aurez les objectifs sur le côté. Il y a assez de place pour mettre tous les objectifs, donc on peut les mettre sur le côté, mais on peut les mettre ailleurs également. Ici, vous allez avoir la ceinture à outils de Batman sur le côté gauche. Batman, parce qu'en fait, la carte de Batman, on va la voir ici. Batman. Pour chaque livre, vous allez avoir une carte de Batman différente. Donc en fait, ça va en fait scénariser le personnage dans chaque livre. Et donc il y aura des règles spécifiques à Batman pour chaque livre, introduites par les cartes. Ce sera pareil pour l'épuisement. Potentiellement, vous aurez des alliés différents qui vont arriver à chaque livre, mais vous n'allez pas perdre les alliés du livre précédent. Par contre, les alliés vont se cumuler au fur et à mesure des livres. Ici, on aura les véhicules disponibles, donc c'est les véhicules qu'on aura récupérés. Donc là, les véhicules, c'est particulier, c'est qu'ils sont disponibles. Normalement, vous avez des emplacements ici aussi, pour mettre les véhicules qui sont au manoir Wayne. Donc le manoir Wayne qui est symbolisé par cette zone-là. Vous allez pouvoir les récupérer en allant au manoir, et à ce moment-là, ils deviendront disponibles, et on pourra utiliser le véhicule. Alors les véhicules, ne vous attendez pas à faire plein de choses avec les véhicules, ils ont souvent une seule utilisation, qui peut être importante dans le jeu, mais vous n'allez pas pouvoir dire, bah, ok, je vais me balader avec mon véhicule en arpentant la ville. C'est vraiment un outil, comme une sorte d'atout dans le jeu, de récupérer un véhicule. Ici, on aura les jetons ennemis, donc en fait ce seront les cartes des ennemis. C'est pareil, pour chaque scénario, on va avoir une carte ennemi émeute du livre 1 par exemple. Voilà, c'est la carte ennemi, qui va vous indiquer des choses pour les ennemis. Donc d'un livre à l'autre, il y aura des règles différentes sur cette carte-là également. Et ici le boss, ce sera la carte boss, parce qu'en fin de partie, pour chaque livre, vous avez également un boss qui va apparaître. Donc dans le premier, ici je la retrouve, dans le premier livre, vous avez une carte boss ici, vous avez double face, qui sera votre boss de livre. On aura certains véhicules, certains alliés, et certains objectifs également dans le livre, on y reviendra. Ici, on va voir les PV du boss. Alors, vous voyez que c'est une case vide. On va pas mettre de token dessus, mais on va écrire directement les points de vie du boss quand le boss sera actif et qu'on pourra aller l'éliminer. Donc, très simple.
Si le boss est à 5 points de vie, hop, je mets 5 points de vie ici, et puis là, quand c'est terminé, j'efface, et hop. Donc l'utilisation du feutre n'est pas réservée qu'aux points de vie, ce serait trop simple. Elle va être utilisée aussi pour des passages le long de différentes zones, enfin des passages entre les zones de la ville. Vous voyez qu'au début de la partie, tout ce qui est ici, ce sont des passages qu'on peut faire d'une zone à une autre. Donc ici, la ville est représentée par des districts. Ici, vous avez le Diamond District, le Fashion District, l'hôtel de ville. Et en fait, vous avez des zones comme ça qui sont de couleurs, donc qui sont bien délimitées, que normalement, à la caméra, vous devez bien les voir très facilement. Ces quartiers vont avoir une influence par rapport à votre déplacement. Donc le déplacement, c'est simple, c'est que quand on se déplace, on peut se déplacer dans n'importe quelle zone du quartier où on se trouve, gratuitement. C'est-à-dire que si je suis ici, je peux aller là ou ici, pas de souci. De la même manière, si je suis ici, je peux me déplacer jusqu'ici. Et je peux éventuellement aussi me déplacer sur la première zone d'un autre quartier. Donc ça veut dire que quand je suis ici, je peux me déplacer ici et hop, arriver sur la première zone d'un quartier. Par contre, là, je vais m'arrêter parce que je change de quartier. Donc voilà comment ça va se passer le déplacement de Batman. Hein. Je parle du déplacement de Batman dans le jeu. Donc il y a un intérêt, puisqu'on voit qu'il y a certains quartiers, et quand je suis ici, c'est compliqué d'aller jusqu'ici. Il y a des règles qui vont nous permettre de dire, ok, je vais pouvoir tracer un itinéraire entre deux zones. Bah tiens, je peux en faire un ici. Et ça veut dire que j'aurai un lien direct entre cette zone-là et ce quartier-là. Et quand je ferai un déplacement, je pourrais très bien me trouver ici et me retrouver à la fin de mon déplacement ici. Alors qu'en un seul déplacement, je n'aurais jamais pu le faire avant d'avoir tracé cette route. Donc ces routes pourront être ajoutées, mais elles pourront également être détruites par des aléas du scénario ou de cartes événements. Donc c'est à ça que nous sert le feutre. On va pouvoir aussi avec le feutre indiquer le nombre d'ennemis qui vont apparaître à chaque tour d'une manche. Et d'ailleurs, on va faire même une répartition nous-mêmes du nombre d'ennemis qui vont arriver. C'est-à-dire que c'est pas le jeu qui va vous dire bah, il y a tant d'ennemis de tel type qui vont arriver. C'est nous qui allons décider dans cette manche-là, pour le tour 1, le tour 2, le tour 3, le tour 4, parce que donc, chaque manche est divisée en 4 tours, et ben il y aura tant de mutants qui vont apparaître, tant de journalistes, tant de policiers et tant de mutants encore. D'accord ? Le nombre qui sera à répartir est indiqué par le scénario, et on le reportera ici. Et ce chiffre ici pourra être modifié par des choses qui sont dans le scénario. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir influencer le nombre d'apparitions des ennemis, du global des ennemis, et c'est nous qui allons décider de quel type d'ennemis on va... le nombre d'ennemis qu'on va pouvoir faire plopper, sachant qu'ici dans les zones on va pouvoir mettre une valeur entre 1 et 4. Donc on ne pourra pas mettre plus de 4 et on ne pourra pas mettre moins de 1. Ici, on retrouve l'horloge de l'apocalypse. Donc en fait, c'est un compte-tour. Donc ici, on commencera à 2. Et si jamais on ne termine pas les 4 livres avant d'arriver au 12, on perd la partie. Donc il y a des mécaniques dans le jeu qui vont nous permettre de remonter l'horloge et d'autres événements qui vont faire avancer l'horloge. Ici, on a la pioche de carte action, la défausse de carte action. Donc la défausse de carte action, quand on aura utilisé les cartes action, les véhicules, on en a déjà parlé. Ici, vous avez 3 valeurs de points de vie de Batman. Je la remets ici. Donc vous avez le cran, la vie et le mental, donc avec symbolisé avec 3 symboles différents. Si vous avez une seule des valeurs qui tombe en dessous de 1, c'est indiqué ici, vous échouez. Donc il suffit que le cran tombe à 0, que la vie tombe à 0, que le mental tombe à 0, on échoue. Donc ça veut dire qu'on a vraiment 3 échelles sur lesquelles on peut faire descendre, on peut prendre des dégâts sur notre personnage. Certains événements ou certains combats vont nous faire perdre plus de l'un que de l'autre, parfois on pourra choisir. Voilà. Ici on a les cartes objectifs qu'on pourra voir au fil des livres. Et ici, on a les pièges, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, je n'ai pas encore vu les pièges qu'on met ici. Donc je pense qu'ils arriveront peut-être dans le livre 3. Donc au-delà d'avoir les quartiers, parce que tout à l'heure j'ai parlé des quartiers, c'est aussi découpé en 3 régions. Donc vous avez une première région ici, une deuxième région ici, hein, c'est les régions Uptown, Midtown et Downtown. D'accord, qui se trouve ici. Qui se trouve Downtown, c'est vraiment tout ça ici. Donc ça concerne un peu plus que les autres. D'accord, celle-là est vraiment la plus grosse des régions. Et après, vous avez 3 quartiers ici à l'intérieur. Ici, il y en a 2 et ici, il y en a 2. Alors, sur les quartiers, vous avez différentes icônes et vous avez vu qu'on en retrouve un peu quelques icônes qu'on a vues qui appartenaient aux ennemis. Donc, je rappelle, les mutants.
les journalistes et la police. Ce seront vos 3 ennemis en fait dans le jeu. Sur les, vous voyez que chaque zone d'un quartier est divisée en 3 parties, qui a exactement la même forme que les pions qu'on a ici. Hein. C'est fait pour. Et où on va retrouver par exemple les mêmes icônes. Ici la police barrée, les mutants barrés et journalistes barrés ici. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à une action qu'on pourra faire. Si on fait l'action qui se trouve ici, bah ici on pourra supprimer un journaliste n'importe où en ville. Ici, on pourra supprimer un mutant n'importe où en ville. Et ici, on pourra enlever un policier n'importe où en ville. Après, vous avez d'autres icônes. Donc ici, le cœur qui remonte, ça permet de remonter la vie. Le Batman qui remonte, bah c'est pareil, ça remonte le mental. Et vous devez avoir, je pense, une flèche avec le cran qui remonte, ça permet de remonter le cran. Donc ça va être des lieux où on pourra faire quelque chose. Ce symbole-là va nous permettre de remonter d'un cran l'horloge de l'Apocalypse. Et je crois que c'est tout au niveau des icônes qu'on va pouvoir trouver. Donc le jeu, ça va consister en quoi? Et bien en fait, il n'y a pas vraiment une règle définitive, c'est qu'il va falloir résoudre chaque livre. C'est chaque livre qui va vous donner l'objectif du livre. Donc si je prends par exemple le premier scénario, à la poursuite de Double Face, le chapitre 20, enquêtez, pour révéler un indice, vous devez battre ou retirer le gardien qui le recouvre, puis utiliser l'action de la case action où se trouve l'indice. Lorsque vous révélez un indice avec une pièce, placez-le au manoir Wayne. Donc le manoir Wayne, hein, c'est la zone qui se trouve tout en haut. Placez-le au manoir Wayne. Lorsque vous révélez une 4e pièce, placez Double Face sur le lieu où vous l'avez trouvé, donc la 4e pièce. Défaussez les indices non révélés et retournez cette carte pour passer au chapitre 2. À ce moment-là, le chapitre 2, c'est ici, et on pourra combattre Double Face. Donc en fait, il va y avoir un setup qui va être mis en place avec ce qu'ils appellent des gardiens, qui sont en fait des mutants, qui vont avoir des petits jetons indices. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ce sera ceux-là. Donc ce seront ces petits jetons qui vont être derrière, qui vont avoir des symboles de pièces, ce seront ce symbole de pièce, ou un symbole dead end, donc il ne sera pas une pièce. Et donc sur tous ces pions, bah, dès qu'on en aura 4, on pourra passer au chapitre 2. Voilà, sur ce chapitre-là, c'est plutôt simple. Et ces jetons vont être mis dans la ville. Donc il y a une répartition qui est faite dans le scénario. Et donc il va falloir les collecter. Et donc le livre vous indique comment est-ce qu'on les collecte. Donc c'est une règle particulière au livre 1, c'est-à-dire que dans le livre 2, vous ne retrouverez pas ces jetons-là, et ce ne sera pas le même boss, ce ne sera pas la même enquête, ce ne sera pas le même objectif. Parce que dans le livre 2, je crois qu'il faut retrouver le chef des mutants pour l'éliminer. Un peu comme dans l'histoire, en fait. Hein. On commence dans le Dark Knight Returns, on commence par attaquer Double Face, enfin trouver Double Face, l'attaquer, et ensuite Batman s'en prend au chef des mutants. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment une règle qui va vous dire bah, c'est tel objectif pour le jeu, c'est que chaque livre va avoir sa propre règle. Et donc, au-delà de ça, le jeu va s'articuler sur un système de manches, de tours, et de limites de manches, finalement. Donc vous voyez qu'ici, chaque livre va être composé de maximum 1, 2, 3, 4 manches, de 4 tours chacune. D'accord, donc ça c'est un tour d'une manche, et ainsi de suite. D'ailleurs il y a un emplacement ici, fin de la manche, placer me, dessiner le chemin, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui se passent à chaque fin de manche. Et il va y avoir des contraintes à respecter pour ne pas se faire déborder. Donc, il y a d'autres règles particulières. Vous avez aussi, donc je vous ai dit pour les déplacements, vous avez ces chemins-là que vous pouvez prendre, mais vous avez également tous les chemins gris, ce sont des ponts qui peuvent vous relier au manoir Wayne. Donc ça veut dire que d'ici, je peux décider de partir, faire un mouvement pour me retrouver au manoir Wayne. À ce moment-là, mon tour s'arrête, et je vais pouvoir récupérer un point de vie de chaque catégorie ici, comme c'est indiqué. Plus pas d'ennemis, parce qu'il ne peut pas y avoir d'ennemis ici. Et je vais pouvoir récupérer un véhicule aussi, pour le mettre en véhicule disponible. Donc c'est un intérêt d'aller au manoir Wayne. Parfois, vous avez aussi besoin d'y aller pour d'autres raisons qui seraient indiquées par le scénario. La manche et le tour de jeu, comment ça va se dérouler? Vous avez début de manche, tour de Batman. Donc les tours de Batman, c'est quoi? C'est les 4 tours qu'on voit ici. D'accord? Donc je vais entamer une manche. Donc j'ai des étapes à faire pour commencer ma manche.
J'ai les tours de Batman qui sont les 4 tours que je vois ici. J'ai une section fin de la manche, et à ce moment-là, je passe à la manche suivante et c'est reparti. D'accord? Donc j'ai vraiment qu'à suivre mon résumé de la manche pour le faire. Quelque chose de particulier, c'est que dans le jeu, vous allez voir que vous avez l'impression que vous n'avez pas un gros contrôle sur le tour de jeu ou ce que vous faites. En fait, vous avez des actions. On va vous contraindre à faire certaines actions, mais c'est l'action que vous allez faire qui va déterminer vos réussites. Alors, si je prends le résumé de la manche, choisir les cartes actions. Donc, en début de manche, donc, le setup, après avoir fait le truc du livre, vous allez avoir un deck de cartes de pioche action. D'accord, voilà, je mets les deux tas, mais c'est tout mélangé, il n'y a pas toutes les cartes. Et vous allez prendre 12 cartes. À chaque fois, on va les retourner 3 par 3. C'est pour ça qu'en bas, juste ici, vous avez ces 3 cartes face visible. C'est qu'en fait, vous avez votre pioche de manche qui va être là, les 12 cartes. Enfin, plutôt, vous en prenez vos 12 cartes. Vous en mettez 3 faces visibles. Et vous allez faire un choix parmi ces 3 faces visibles. À savoir que vous allez en faire... Vous allez en mettre une dans la pioche événement. La pioche événement qui se trouve ici sur le côté. Donc il y en a une qui va partir dans la pioche événement. Et les 2 autres que vous gardez en main. Donc vous prenez 2 cartes parmi les 3. Si c'est une carte de combat, vous la mettez dans la pioche de combat, qui se trouve ici. Ce sont des cartes qui ne serviront et que vous n'allez pouvoir récupérer dans votre main qu'en cas de combat. Ou par un autre effet, mais au début vous n'en aurez pas. On a 12 cartes, on en met 3, on en prend 2, on en met une dans la pioche événement. Et on va faire ça 4 fois. D'accord? 4 x 3, 12. Et ça se fait en début de manche. Ensuite, une fois que les pioches sont faites, donc du coup, à la fin de ce choix, de une sorte de draft en fait, vous allez vous retrouver avec une pioche de combat, potentiellement, hein, si vous n'avez sélectionné pour vous aucune carte de combat, vous n'aurez pas de pioche de combat, mais vous aurez au moins une pioche événement et une main de carte. On mélange la pioche événement et on mélange la pioche de combat. Ensuite, on va passer à l'inscription des ennemis, qui se trouve ici. Donc le scénario va nous indiquer le nombre d'ennemis, le scénario livre va nous indiquer le nombre d'ennemis à répartir, et vous allez répartir pour la manche, donc pour la première manche. Ici, dans le tour 1, combien j'aurai de mutants qui vont apparaître, combien de journalistes, combien de flics, et combien de mutants encore, pour le 4e tour. Sachant que vous pouvez mettre des valeurs de 1 à 4 dans chacune des flamènes, ici. Des événements pourront changer cette zone-là, mais pourront également faire des bonus ou ajouter des quantités ou en déduire sur chacun des tours. Une fois que ça s'est fait, le setup de la manche est fait. On va passer au tour de Batman. Le tour de Batman, et c'est là que vous allez voir que c'est assez dirigé, on le fait donc 4 fois. Hein. On va d'abord piocher et résoudre une carte événement. Donc là, maintenant on sait les événements qu'on n'a pas pris en tout cas, ou du moins on se doute desquels vont arriver, mais on ne sait pas dans quel ordre, on pioche le premier événement, on le résout. Ensuite, déplacement de Batman. Donc on peut se rendre sur un lieu, s'il y a un jeton ennemi sur le lieu, on doit s'arrêter dessus. Donc le lieu, c'est donc un lieu du quartier où on se trouve, ou un lieu d'un nouveau quartier, mais le premier dans lequel on va arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les déplacements. Donc on a fait le déplacement de Batman. Activation alliée. Une fois qu'on a fait le déplacement de Batman, on ne continue pas Batman, on fait un déplacement allié. Donc ça veut dire si vous avez un allié, et dans le premier livre on a le commissaire Gordon, ça arrive ici, il est ici, et vous avez sur sa carte déplacer un allié, donc la capacité de déplacer un allié, c'est ce qu'il a ici. Et ensuite vous avez une action alliée pour le commissaire Gordon. Donc j'active mon allié et utiliser une de ces actions alliées. Donc ça veut dire que Gordon par exemple, il peut parcourir jusqu'à 3 chemins. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire 1, 2, 3, d'accord? Il n'a pas la même limite que Batman. Et s'il termine son déplacement sur un jeton journaliste, on retire le pion journaliste. Donc s'il se trouve dans un quartier où il y a un journaliste, potentiellement je peux retirer le journaliste. Ça évitera de pouvoir éventuellement créer une émeute. Son action à lui, c'est si le commissaire Gordon est sur le même lieu que Batman et une émeute, donc tout à l'heure je vous ai fait voir le pion émeute,
et bien à ce moment-là, on peut perdre un point de cran, donc Batman perdrait un point de cran, pour disperser immédiatement l'émeute, donc on retirerait le pion émeute. On déplacerait ensuite le commissaire Gordon sur le quartier général du GCPD qui se trouve quelque part par là, qui se trouve ici. Donc ça c'est Gordon, c'est pour le livre 1, sachant que dans le livre 2, Gordon il sera toujours là. Donc je pourrais toujours faire la même chose dans le livre 2 avec Gordon, mais j'aurai dans le livre 2, je crois qu'on récupère Robin. Donc on aura 2 alliés, mais on n'a qu'un seul déplacement allié, et une action, ou les actions pour cet allié, à chaque tour de jeu. Je ne pourrais pas utiliser mes 2 alliés à chaque tour de jeu. Une fois qu'on a activé l'allié, on fait combattre ou se faufiler. Donc ça c'est une règle qui est un peu bizarre au départ à comprendre. Donc lors de mon déplacement, si j'arrive sur un lieu où il y a des ennemis, donc les ennemis, je vous rappelle, les journalistes, les flics et les mutants, je suis obligé de me placer, je ne peux pas me placer sur une zone d'action qui serait libre. Il faut que je me place sur un des ennemis, je choisis lequel, à la fin de mon déplacement. Donc soit les mutants, soit le journaliste. Donc on a vu qu'ensuite on avait l'activation de l'allié, et ensuite vient la partie combattre ou se faufiler. Je peux choisir, donc l'idée c'est quoi? C'est que quand je rentre dans un lieu, s'il y a des ennemis, donc le lieu c'est ici il est marqué Iceberg Lounge, c'est que quand je rentre sur un lieu, les ennemis vont m'empêcher d'accéder à une zone que j'ai envie d'utiliser. Donc par exemple, si dans ce lieu, dans ce quartier-là, j'ai envie d'utiliser cette zone-là, je ne vais pas pouvoir y aller directement parce que les ennemis m'empêchent d'y aller, que ce soit des journalistes, des flics ou des mutants. Je choisis lesquels je vais affronter, le but étant de soit les combattre, soit se faufiler pour me rendre sur ce fameux lieu ici. Donc au moment où j'arrive dans la partie où je dois faire combattre ou se faufiler, je choisis ce que j'ai envie de faire. Sur les journalistes, je suis obligé de me faufiler. Donc se faufiler, ça veut dire que je vais arriver directement ici. Combattre, par exemple sur les mutants, ça veut dire que je vais faire un combat avec Batman contre les mutants. À ce moment-là, quand je vais combattre, les ennemis du même type que je vais affronter, qui sont sur des zones adjacentes, donc reliées par des chemins par exemple, donc s'il y avait ici un autre mutant par exemple, rejoindrait les forces, je ne déplace pas le pion, mais rejoindrait les forces des mutants se trouvant sur ma zone pour aider au combat qui se trouverait ici. Donc ça augmenterait la difficulté. Je reviendrai sur le détail du combat après. Mais c'est à ce moment-là que je vais décider comment je fais pour passer, pour arriver sur une case action vide. Donc par exemple, c'est pareil si j'ai ça. Hein. Si j'ai ça, j'ai quand même un mutant, il faut que je me positionne dessus, je vais être obligé de le combattre ou me faufiler pour pouvoir atteindre une des 2 cases qui se trouvent dans cette zone-là. D'accord? Une fois que c'est fait, donc on aura résolu le combat ou pas, on verra comment ça se passe plus tard, on va utiliser les cases actions. Donc ça veut dire que si j'ai réussi le combat, et donc que l'ennemi par exemple a disparu, donc je pourrais très bien être comme ça, que l'ennemi rouge a disparu, je pourrais donc choisir une case action libre de mon lieu. Donc par exemple celui-là pour dire je vais supprimer, je peux aller supprimer celui-là. Ou un qui se trouve n'importe où ailleurs. Ça c'est utiliser la case action sur laquelle on s'est placé, à la fin de combattre ou se faufiler. Ajouter des ennemis. Donc là, on ajoute les nouveaux ennemis que l'on indiquait sur le côté. Donc en fonction du tour, vous avez un compteur de tours qui précise où est-ce que vous en êtes. Donc on va dire qu'ici, vous allez ajouter un nombre de mutants, le nombre que vous avez indiqué en début de manche ici. Si on voit bien. Hop. Alors, où est-ce qu'on les place? En fait, c'est là qu'interviennent ces petits jetons qui sont ici et qui sont valables pour tous les livres. Donc, en début de partie, vous allez placer ces pions-là, au hasard, en les mettant comme ça, et ensuite vous les retournez tous. Quand vous allez écrire les ennemis qui vont apparaître, vous allez savoir dans quel quartier ils vont apparaître. Au moment où on doit faire arriver les ennemis, donc juste après avoir utilisé l'action du lieu où on se trouve, je fais apparaître un nombre d'ennemis dans le quartier en question. Donc, c'est moi qui vais choisir dans quelle zone ils vont arriver. On m'indique seulement dans quel quartier je dois les faire apparaître. Donc ça peut être un quartier ou une région. Parfois vous avez une région entière, donc vous avez plus de choix, et ainsi de suite. Donc ça, vous allez pouvoir contrôler un peu les émeutes et l'endroit où se trouvent les pions. Donc se trouvent les ennemis. Alors il y a un double intérêt, c'est d'éviter les émeutes, mais également de vous rapprocher ou de regrouper les ennemis si vous voulez les combattre ensemble et en éliminer plus. Parce que parfois, pour certains objectifs, vous aurez besoin d'éliminer certains types d'ennemis, ou d'en supprimer certains de certains quartiers, par exemple supprimer tous les mutants d'un quartier, pour récupérer un objectif.
Donc, il y a un intérêt là-dessus aussi, où on choisit également pour nous, pour notre bien ou pour nos objectifs, où est-ce qu'on va faire arriver les ennemis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait avancer le compteur de tours, et à ce moment-là, on repart pour un nouveau tour, à savoir une carte événement, le déplacement de Batman, l'activation d'un allié, ainsi de suite. Donc vous voyez que sur l'ensemble, ce que je joue réellement avec Batman, c'est son déplacement, je joue un déplacement d'allié et son action, et une action. Une action de case, hein. Donc c'est quoi? C'est j'enlève un ennemi, j'enlève un flic, c'est pas une grosse action, vous n'êtes pas en train de faire de 15 000 combats, donc vous avez les combats pour atteindre le lieu, qu'on va voir ensuite, mais vous n'avez pas pléthore d'actions par rapport à Batman. Donc c'est important parce que je pense que c'est ce qui peut plaire ou pas à quelqu'un qui a envie d'avoir ce jeu. C'est-à-dire que vous allez jouer le Dark Knight, alors déjà c'est un Dark Knight vieillissant, hein, mais vous n'allez pas être dans un jeu d'action effréné. Vous pensez pas vous retrouver en face d'un Batman où on va jouer des combos de cartes de malade et ainsi de suite. D'accord ? Il va y avoir un peu de ça, mais ce sera un rythme un peu lent, avec des actions très saupoudrées, et un tour de jeu qui est très dirigiste. D'accord ? On n'est pas en train de dire, jouez 3 actions comme vous voulez. Tiens, je vais retirer un mutant là, je vais enlever un journaliste, je vais faire quelque chose, je vais me déplacer. C'est vraiment pas ça, d'accord ? Donc c'est très tactique, parce que le déplacement est très important. L'utilisation des alliés est très important, et vous allez voir qu'au fur et à mesure des livres, plus vous avez d'alliés, plus le choix de quel allié on fait jouer, parce qu'ils sont tous très intéressants, a de l'importance. Et en plus de ça, sur les cartes, vous allez avoir du choix aussi. Donc vous vous rappelez qu'en début de manche, on a un choix, c'est-à-dire qu'on va mélanger les cartes, et vous avez des cartes qui vont vous dire, donc qui ont une partie détective et une partie événement. Donc quand la carte est dans la pioche événement, on fait la partie événement. Quand elle est dans votre main, vous avez la partie détective. Donc vous avez des actions, comme celle-là qui est déplacer un ennemi vers un lieu adjacent, vous pouvez faire ceci jusqu'à 3 fois, qui peuvent être super intéressants. Si vous la prenez pas, et que vous la laissez dans les événements, l'événement c'est avancer l'horloge de l'apocalypse de 1, placer une émeute sur un lieu contenant au moins 2 ennemis du même type s'il y en a un. D'accord ? Donc ça, quand vous allez faire le choix au début d'une manche, c'est super important. Ça peut vous faire penser à Twilight Struggle par exemple, ou à d'autres jeux qui font qu'on va s'autoriser à prendre des choses qui sont intéressantes, en laisser d'autres, quitte à avoir un événement qui est un peu pourri. Et c'est assez sympathique. Et ça vous fait, pour le côté Batman, ça fait un peu le côté enquête, je trouve, de Batman. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de préparation de nos interventions en ville. C'est assez sympa. Donc là, vous avez des cartes combat, vous avez une partie événement. Hein. Toutes les cartes, vous avez une partie événement, de toute façon. Puisque toutes les cartes, potentiellement, peuvent se retrouver dans la pioche événement. Enfin, toutes. C'est toutes celles que vous ne voudrez pas. Donc pour les combats, c'est assez particulier, puisque les cartes de combat, vous allez les prendre dans votre main que une fois par combat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une pioche de combat. Au début d'un combat, vous pouvez piocher une carte combat et l'ajouter dans votre main. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si le bonus qu'elle vous donne, par exemple, c'est la résolution des blocs, considérez tous vos pots restants comme des pots x2, on va y revenir parce que vous n'allez rien comprendre à ce que je vous dis. Si ça vous intéresse, mais vous ne voulez pas l'utiliser dans ce combat-là, vous n'êtes pas obligé. Ce qui fait que je peux très bien faire un combat en ayant pioché une carte combat, mais sans l'utiliser dans le combat. À ce moment-là, la carte restera dans ma main et je pourrai l'utiliser pour un futur combat. Et ce qui augmentera mon nombre de cartes combat dans ma main. Ce qui peut être très intéressant quand on va tomber contre le boss, par exemple, d'avoir plus de cartes combat dans sa main. Plutôt que d'avoir tout dépensé contre les butants. Donc vous avez cette notion de rythme un peu lent, un peu cadré par le tour de jeu, mais finalement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous avez des choix. Alors ça semble pas être des actions que vous allez faire dans le jeu, mais ce sont à chaque fois des choix. Le fait qu'on répartisse nous-mêmes les arrivées d'ennemis pour chaque tour de jeu, en sachant dans quel lieu ils arrivent, est super important, et super stratégique, que ce soit par rapport à vos objectifs, aux objectifs du livre, ou rien qu'au fait pour éviter les émeutes, par exemple. Ou à votre positionnement pour vous dire, est-ce que je pourrais atteindre cette zone-là si je sais que je vais rester plutôt dans ce quartier-là. Donc, sur la première manche, on ne sait pas trop. Premier livre, première manche, vous n'allez pas savoir du tout.
Surtout qu'on va placer, il y a le setup de partie qui va vous faire placer des mutants et des journalistes et des flics un peu partout. Et quand on ne connaît pas du tout le jeu, au départ on se dit, bah, ok, je les mets où? Je les mets sur quelle zone et qu'est-ce qui est intéressant, quoi. Donc c'est plutôt important, et c'est plutôt perturbant à la première manche. Une fois que vous avez passé cette manche-là, même peut-être les 2 premières manches, tout roule et ça s'enchaîne, c'est très très rapide. Et plus ça va aller dans les livres, plus ce sera rapide. Vous allez vous arrêter un petit peu sur les règles particulières du livre, mais ce sera vraiment tout. Le reste, ça va être très très fluide. Donc vous avez ce choix-là. Vous avez ce choix aussi que parfois, au niveau des cartes, c'est un choix énorme et super important, parce que c'est tous les événements qui vont arriver. Et vous aurez 4 cartes événements de toute façon. Donc tous ceux que vous allez mettre de côté, ils vont arriver, les événements. Donc vous savez ce que vous allez récupérer comme événement. Donc c'est quelque part, c'est quand même très très tactique et volontaire. C'est-à-dire que c'est pas lié au hasard. L'événement, il n'est pas arrivé par hasard, vous l'avez choisi pour qu'il soit ici. Alors ce qui peut arriver, évidemment, c'est que dans votre chat de 3 cartes, les 3 ne vous arrangent pas du tout en termes d'événements. Mais bon, vous faites on choisit au mieux, quoi. Les chemins sont super importants. Donc en chaque fin de manche, je vais venir sur la fin de la manche, on place les émeutes. Donc c'est que en fin de manche que les émeutes sont placées. Donc si jamais... D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, les émeutes n'arrivent pas quand on met un 4ème, parce qu'on ne peut pas mettre de 4ème, une émeute n'arrive qu'en fin de manche, si la zone est entièrement remplie. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la manche pour vider les zones qui seraient avec 3 ennemis dedans. Donc vous avez comme du temps, et en fin de manche, on dira, ok, là il y a une émeute, et ainsi de suite. La différence entre les ennemis et les émeutes, c'est que les émeutes, sur les pions émeutes, on avait la force. On est obligé de combattre les émeutes. Pour les enlever, on est obligé de les combattre. Et vous avez la force ici qui est indiquée. Donc soit des flics, soit des mutants. Et plus les trucs qui sont adjacents. Les ennemis qui sont adjacents. Tracer un chemin. Donc à chaque fin de manche, vous allez pouvoir tracer un chemin sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de le tracer à l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez le tracer n'importe où. Donc vous allez voir que quand vous allez jouer, au fur et à mesure, vous allez vous dire, ah là c'est dommage, ça me fait un gros détour, et vous allez repérer les endroits où ce sera très intéressant de mettre des chemins. Donc les chemins ont une limite, je peux pas faire passer un chemin en pleine mer, ici j'ai pas le droit. Donc ça c'est la haute mer, on n'a pas le droit de passer par la haute mer. Mais par contre, toi, je vais pouvoir ici tracer un chemin ici, un chemin ici, ou entre ces 2 zones-là. Et ça va être super important pour accélérer non seulement les déplacements de Batman, mais également de ses alliés. Pour vraiment raccourcir et pour pouvoir retourner à certains endroits très rapidement. Et fin de la manche, on avance l'horloge qui se trouve ici, on l'avance de 1. Donc si elle arrive à 12, c'est terminé. Alors sachant que sur le plateau, de toute façon pour l'horloge, on a des zones qu'il faut quand même essayer de récupérer, mais qui vont nous permettre de reculer l'horloge. Mais ce sera votre action du tour. C'est-à-dire, si vous faites cette action-là, de reculer l'horloge, vous n'allez pas en faire d'autres. Donc c'est un peu... il faut vraiment que ce soit pas trop souvent quand même. Il faut réussir à soit éviter les événements qui vont vous faire avancer l'horloge trop rapidement, parce qu'il y a certains événements qui vont s'ajouter 2 déplacements à l'horloge, donc ça accélère quand même le rythme du jeu. Donc voilà, vous avez un jeu qui va être très contraignant et qui va vous autoriser en fait dans toutes ces contraintes à faire des trucs super chirurgicaux et sur les choix. Alors le ressenti dans tout ça, quand même, c'est que parfois on a vraiment l'impression qu'il y a la carte est super grande, Gotham City est super grand par rapport à vous, ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez avoir le droit à un déplacement et une pauvre action ici qui va vous dire ok, je peux supprimer un mutant. Wow. Mais il va en arriver 3 de toute façon dans le quartier où il y aura des choses. Donc c'est là que les cartes interviennent et c'est là où on va pouvoir vraiment faire une utilisation très intelligente des cartes, déplacer un ennemi, retirer un journaliste de n'importe quel lieu adjacent à un autre lieu contenant moins un journaliste. Donc là vous allez avoir des choses qui vont être efficaces en fonction des autres choix que vous aurez faits. Donc en fonction des événements que vous aurez choisis, en fonction des répartitions d'arrivée d'ennemis que vous aurez fait. Donc tout ça se tient super bien, la mécanique est super bien foutue, avec ce truc de carte au milieu. Mais ça vous donne comme un jeu qui est particulier dans son déroulement, qui se tient là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre ça,
Et vous n'avez pas le droit, vous n'allez pas pouvoir faire votre combat avant un déplacement, par exemple. Hein. C'est vraiment, vous vous déplacez sur un lieu, est-ce qu'il y a un ennemi? Oui, donc il faut que je passe, l'ennemi va me déranger, donc il faut que j'aille d'abord sur l'ennemi pour le combattre ou me faufiler, avant d'atteindre la case que j'ai envie d'atteindre. Donc il faut savoir aussi que s'il y a des ennemis, s'il y a des mutants par exemple, je peux aussi me faufiler, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de combattre. L'intérêt de combattre, malgré tout, c'est pour éliminer plus de mutants rapidement. Parce que tous les mutants qui vont rejoindre le combat pourront être éliminés pendant le combat. On va y revenir quand on va détailler le combat. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite, on va détailler comment est-ce qu'on combat. Je vais faire une situation et on va voir un exemple de combat. Pour le combat. Alors le combat, comment ça se passe? Déjà, Batman est équipé, en début de partie, de 6 dés, qu'on appelle les dés standards, qui font en forme de batarang, mais qui n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Donc vous avez des dés avec POW, voilà, ce qui permettra de faire de taper un ennemi, RAM, qui permettra de faire un dégât mais d'en prendre un, et bloc, qui permettra de retirer un POW adverse. Donc ça, c'est ce que vous avez pour Batman en début de partie. Et évidemment, ça va pouvoir évoluer au fur et à mesure des livres, avec d'autres dés un peu plus spécifiques, parfois avec des valeurs supplémentaires, et ainsi de suite dessus. Mais le fonctionnement du combat va rester le même. Quand vous faites un combat, donc admettons que mon Batman soit déplacé ici, sur ce lieu-là, étant donné qu'il y a des ennemis, il choisit soit le journaliste, soit l'ennemi de type mutant. Et une fois que le moment sera arrivé, il va décider soit de combattre, soit de se faufiler. S'il se faufile, c'est très simple, il choisit une case vide du lieu où il se trouve. Donc si je me faufile, par exemple, je ne fais pas de combat, je vais aller ici, et au moment où je devrais faire l'action de la zone, je ferai l'action sur laquelle je me trouve. Si par contre j'ai décidé de faire un combat, ça veut dire que potentiellement, en faisant un combat, ça me permettra d'éliminer cet ennemi-là et d'avoir ces 2 cases disponibles. Je me place sur l'ennemi que j'ai envie de combattre. Enfin, je me suis placé au moment de mon déplacement. Pour le combat, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je vais choisir 3 dés parmi les 6 dés que j'ai avec moi. Donc je vais faire un choix de 3 dés parmi ceux-là. Donc ça pourrait être parmi ceux-là au début de la partie, mais ça pourrait être parmi un choix plus vaste si j'ai gagné d'autres dés. Donc je vais choisir par exemple un POW, un bloc et un autre POW. On va dire ça. Donc 3 dés maximum pour Batman. Pour les ennemis, on choisit un dé pour l'ennemi qui se trouve sur ma case, plus un dé pour chaque ennemi adjacent à la case où je me trouve. Donc ici par exemple, il y a un ennemi ici. Alors c'est adjacent parce qu'il y a un chemin tracé, dessiné ou pré-tracé. Donc celui-là qui va me récupérer un dé ennemi. Donc ça veut dire que le combat va avoir lieu entre les 2 dés rouges et mes 3 dés de Batman. En plus de ça, au début du combat, je vais piocher une carte dans la pioche de combat et l'ajouter à ma main. Donc les cartes de combat, on en a vu quelques-unes tout à l'heure, mais ça vous permet, par exemple celle-là, après les lancer, relancer tous vos ratés. Donc tous ceux qui seraient sur une face vide comme ça, qui est un symbole raté, je pourrais les relancer. D'où l'intérêt des cartes de combat. Ça va vous permettre de faire des relances, d'impacter les dés adversaires et ainsi de suite. Là, on va faire le combat, on va considérer qu'on n'a pas de carte de combat. Donc je lance les dés de combat. Alors ce que je peux faire, c'est les lancer soit séparément, soit les lancer en même temps, il n'y a pas de souci. Je vais lancer les dés ennemis, par exemple. L'ennemi a obtenu un POW et un raté. Je lance les miens. Et moi, j'ai obtenu un POW et 2 ratés. Donc là, dans cette configuration-là, l'ennemi fait un POW. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le combat? Si jamais j'avais des effets qui permettent de relancer les dés, ou de pivoter les dés, je les appliquerai tout de suite. Ensuite, si j'avais un effet qui permettait de bloquer, à ce moment-là, si par exemple j'avais fait sur mon dé, j'avais fait un bloc, je ne sais pas lequel pouvait bloquer, celui-là, bloc, ça m'aurait permis de transformer ce POW en raté, ce qui évitait un coup de l'ennemi. Ce n'est pas le cas dans mon exemple. Et ensuite, je résous les effets POW, donc les coups que j'ai donnés, et les effets RAM.
d'accord, mais on fait d'abord les pots. Donc dans mon cas, pot, ça veut dire qu'il va me donner un coup. Donc je vais devoir prendre un dégât non précis sur une de mes pistes cran, vie ou mental. Et mon pot à moi va éliminer un des 2 dés, pour signifier qu'on a éliminé un des 2 ennemis. Donc je vais mettre un dé de côté, je vais le garder pour savoir combien j'ai éliminé d'ennemis. Fin du round de combat, il nous reste un dé ennemi. Ça veut dire que j'ai le choix maintenant de continuer le combat ou de l'arrêter. Si je l'arrête, étant donné que j'ai éliminé un dé rouge, je vais pouvoir éliminer l'ennemi qui se trouve sur ma zone. Mais pas l'ennemi qui l'a rejoint et qui l'a aidé. Mais par contre, je vais bien éliminer celui qui est sur ma zone, donc je pourrais très bien m'arrêter là. Mais je pourrais très bien aussi continuer. Alors si je veux continuer, pour aller jusqu'au bout du combat, déjà l'ennemi va continuer qu'avec un seul dé, puisque j'en ai éliminé un. Et du côté de Batman, il y a certains dés qui vont être épuisés. En fait, sur chaque livre, vous avez une carte, que je la trouve, qui s'appelle Épuisement. C'est la carte qui est ici, qui peut être différente. Bon là, elle est valable pour le 1 et le 2, mais elle va se retourner pour le 3 et le 4. Donc ce sera différent entre les 2 premiers livres et les 2 derniers. Donc ici, la condition d'épuisement, c'est qu'à la fin de chaque round de combat, ce qu'on vient de faire par exemple, placer tous les dés Batman et alliés, parce que je peux récupérer les dés grâce aux alliés aussi, face pot ou pot x2, visibles sur cette carte. Ça veut dire que pour le reste du combat, les dés qui ont fait pot, je ne vais pas pouvoir les réutiliser. Donc là, j'en ai eu un qui était de type pot qui était sur la carte, que je ne vais pas pouvoir utiliser dans le combat. Puisque j'ai décidé de ne pas arrêter le combat et de faire un nouveau round, je vais pouvoir sélectionner un 3D, à nouveau 3D. Donc ça peut être les 2 dés que j'avais déjà utilisés tout à l'heure, ou 3 autres. D'accord? Je fais le mélange parmi tous les dés qui me restent, qui ne sont pas sur la carte épuisement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, vu qu'il ne me reste plus qu'un seul ennemi, je vais prendre un pot et 2 blocs, pour éviter les coups au maximum. Ouais, d'ailleurs, 2 blocs, oui, si, pour avoir plus de chances de bloquer le coup s'il y a besoin. Le dé ennemi, et je le lance. Alors, cette fois-ci, je fais la même chose, exactement la même chose, 2 ratés, et un pot de chaque côté. Donc, n'ayant pas de carte combat utilisée, parce que dans l'exemple, je n'ai pas mis de carte combat, on fait chacun un dégât. Donc, moi, je vais me reprendre un dégât sur un de mes attributs, cran, vie ou mental, et j'élimine le dernier. À partir du moment où tous les dés rouges ont été éliminés, on va forcément à la fin du combat. Il n'y a plus de question de continuer le combat. Donc les 2 dés rouges me permettent d'éliminer l'ennemi qui était sur ma case et jusqu'à un autre ennemi adjacent à cette case-là. Donc je pourrais éliminer ces deux-là. Fin du combat, le combat se termine. Donc l'intérêt du combat, dans Batman, vous voyez que j'aurais très bien pu me faufiler. Me faufiler, ça me permet quoi? Ça me permet de m'assurer que si j'ai envie de faire cette action-là, je peux le faire. Ça m'évite de faire le combat. L'intérêt du combat, c'est que ça permet d'éliminer plus d'ennemis. Puisque là, potentiellement, j'aurais éliminé ça et ça. Ça veut dire qu'au moment où je faisais mon action de zone, déjà, je pouvais me positionner soit ici, puisque j'ai éliminé l'ennemi sur lequel je me trouvais, donc je pourrais me mettre sur cette zone-là ou sur cette zone-là, et de faire soit éliminer un mutant ailleurs, ou éliminer un flic sur le plateau. Donc l'intérêt du combat, c'est quand même de pouvoir éliminer plus rapidement les différents ennemis qui sont sur le plateau. Sinon, effectivement, on peut très bien se faufiler uniquement. Sachant que pour les journalistes, si je veux retirer le journaliste, quand il y a un journaliste plutôt, je suis obligé de me faufiler. Je ne combats pas les journalistes. Donc voilà pour le combat. Donc le combat est plutôt super sympa, parce qu'un petit peu tactique, un petit peu de chance, parce qu'on décide quel dé on va prendre, et puis il y a ce rythme qui est de dire, en face il y a des ennemis, en plus en fonction de ça, ici vous avez sur la carte pour chaque scénario, donc là c'est le scénario 1, pour les flics, pour les mutants et pour les émeutes. Donc les émeutes, vous voyez qu'on a 2 dés rouges et 2 dés bleus, donc ça fait déjà quand même pas mal de choses, et on commence par éliminer les mutants avant les flics. Et ici les flics par exemple, c'est ils ont des dés particuliers, les flics, hein. C'est pas les mêmes que pour les mutants, donc c'est des dés avec des symboles spécifiques, et ça nous indique ici que dans le scénario 1, tel symbole c'est un raté, tel symbole c'est un raté. Pour les mutants, comment ça se passe? Il y a marqué dé 1 par mutant plus 1 par mutant adjacent, et que ce symbole là, dans le livre 1, c'est raté. Donc voilà.
Et donc je vous ai dit, le truc sympa, c'est que on a nos 6 dés de base, et puis ils vont pouvoir être upgradés. Alors soit on va pouvoir remplacer un dé de base par un des dés qui se trouve ici, soit on va carrément pouvoir ajouter un de ces dés là en plus. Et avec ça, on va également avoir des dés qui pourraient être fournis par un allié. Il suffit que l'allié se trouve sur la zone ou fasse une action qui me permette de récupérer ces dés pendant une action de combat, et je pourrais lancer les dés. Il y a par exemple les dés de Robin, je crois que c'est pas les verts, ou les jaunes avec un reroll, ou des pots x2, et ainsi de suite. Et de la même manière, on pourra les utiliser. Les ennemis ont des D8, je crois bien. Donc on a, ça je pense que ça va du Joker, je l'ai pas encore rencontré. Mais on a le boss des mutants, et ainsi de suite. Et on doit avoir double face quelque part. Donc vous avez différents dés comme ça qui vont venir s'ajouter au combat, et qui vont former un pool de dés, sachant que vous en sélectionnez que 3, donc il y a quand même un choix tactique à faire par rapport à ce que vous voulez faire comme combat. Et après l'utilisation se fait naturellement. Truc très sympa, pour récupérer ces fameux dés, en plus, ou les bonus, vous avez dans chaque livre un ensemble d'objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Ici, vos objectifs, ils sont mis comme ça en début de livre, avec marqué objectif en cours, donc du côté objectif en cours. S'il n'y a plus aucun mutant dans une région sur laquelle vous n'avez pas encore écrit entraînement, donc c'est-à-dire que si jamais je l'ai fait, j'aurais marqué entraînement sur le plateau. Retournez cette carte, bénéficiez de la récompense. Lorsque vous faites cela, inscrivez entraînement à côté du nom de la région. Comme ça, par région, je peux le faire qu'une seule fois. Et celle-là, elle sera valable sur plusieurs livres. Et quand je le retourne, il y a marqué entraînement au combat, récompense, remplacez définitivement un batarang standard de votre ceinture par soit un batarang électrique, explosif ou assommant, qui sont 3 batarangs différents. D'ailleurs, je ne sais pas si je le vois ici, il me semble qu'il y a l'explosif qui est là. Donc voilà, je vais pouvoir remplacer un de mes standards par un de ceux-là. Et tout de suite, c'est tout sympa, parce que quand vous voyez le batarang, il y a du pot x2, pot x2 et du raté. Donc ça nous double carrément un pot normal. Et là, vous pouvez très bien remplacer un ram par ça, et avoir plus de dépôts, et ainsi de suite. Donc et ça vient dans une zone qui s'appelle la ceinture de gadget, la ceinture à outils. C'est assez sympa. J'ai trouvé le gimmick finalement bien sympa, parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir des gadgets dans la poche, ou dans les petites poches de la ceinture, pour les utiliser en combat. Donc ça, c'est assez cool. Et vous avez celle-là qui est, s'il n'y a plus aucun journaliste dans une région, donc une région c'est vraiment, il y a 3 régions dans le jeu, s'il n'y a plus aucun journaliste, retournez cette carte et bénéficiez de la récompense, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On gagne 3 jetons bas de signal, et ces jetons vous nous permettent de retourner un batarang que vous aviez lancé. Donc retourner un batarang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est comme ça, s'il est sur la face ratée, je le retourne et hop, j'obtiens un pot. Donc ça, c'est assez cool. Sachant que ça peut être aussi un pot x2 et ainsi de suite. Et ça, on peut le faire que retourner un batarang que vous avez lancé, vous ne pouvez faire cela qu'une seule fois par lancer. Donc ça veut dire que je peux faire 3 lancers dans un combat, et je peux l'utiliser 3 fois. Donc ça peut être aussi très bien contre les boss. Mais vous allez avoir pour chaque livre, comme ça, une série d'objectifs qui vont venir se rajouter, qui vont vous permettre d'augmenter les capacités de Batman. Donc ça c'est assez cool, et moi vu que j'ai pas regardé les cartes en avance, j'ai tout mélangé comme c'était demandé, et j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme récompense derrière les objectifs, quand j'ai vu ce qu'on avait comme récompense, j'ai dit ah, ça c'est bien sympa. Le combat contre le boss il sera identique avec des paramètres différents de ce qu'on vient de voir comme combat. C'est-à-dire que le boss aura des dés spécifiques, il a plus de points de vie, donc on lui retirera ses points de vie par contre, et puis il aura des effets différents. Par exemple, le combat contre double face, on a le temps file. Au début de chaque tour, vous perdez un point de cran et un point de mental. Ça veut dire que votre vie descend. C'est la fatigue du Dark Knight. Et donc plus on va attendre et plus on passera de temps avant d'aller taper double face, plus on risque de perdre la partie. Donc il faut se dépêcher d'aller chercher double face et l'éliminer. Et en plus de ça, vous avez sur la carte boss, il doit y avoir vous avez des caractéristiques pour le combat contre lui, où c'est marqué face identique, si double face obtient le même résultat autre que raté sur les 2 dés, perdez immédiatement un point de mental. Reflet du miroir, léger -1 de double face, inflige un point de dégâts mental imparable. Donc ça veut dire que quand c'est imparable, alors parfois sur les boss vous avez des dégâts imparables, c'est comme ça que j'ai perdu le 2e scénario face au chef des mutants, c'est que vous ne pouvez pas utiliser quoi que ce soit pour manipuler les dés
du boss. Donc ça veut dire que vous pouvez pas retourner son dé, le faire relancer, quoi que ce soit. Donc ça c'est assez chaud. Mais voilà comment ça se passe. Et du coup, une fois qu'on arrive à obtenir l'objectif, on va pouvoir mettre en place le scénario suivant, sachant que les traits qui ont été, les routes qui ont été marquées restent en place, le setup reste en place, on ne retire pas les ennemis du plateau. Par contre, on refait cette partie-là, la partie qui est à droite, puisqu'on va tomber sur une nouvelle répartition, potentiellement un nouveau chiffre ici, et ainsi de suite. Et donc voilà, moi j'ai pas encore vu le scénario 3 et 4, donc je peux pas vous en parler, mais c'est quand même assez cool. J'aime beaucoup ce découpage avec livre 1, livre 2, avec des choses qui vont vraiment modifier votre partie, qui vont l'impacter dans l'histoire. Donc, je vais revenir un petit coup sur les véhicules, parce que là, j'ai dit que ça faisait pas beaucoup de... Ah oui, il y a noté que dans le livre 1, quand on combat avec un ou plusieurs flics, on perd 1 point de cran. Donc ça, c'est à savoir. Et quand on traverse des lieux contenant au moins 2 ennemis ou une émeute, on subit 1 dégât, si on le traverse. Mais ça, c'est pour le livre 1. Dans le livre 2... on n'a pas ça dans le livre 2. On a des caractéristiques différentes pour le livre 2. Vous voyez, on a toujours les illustrations du livre qui sont assez sympas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les véhicules. Donc les véhicules qui resteront dans le Manoir Wayne si on les utilise pas, c'est-à-dire qu'ils partent pas d'un scénario à l'autre si on les enlève pas. Le Batcopter, vous voyez que c'est une fois marqué, une fois par livre. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est disponible, donc je suis allé au Manoir Wayne, j'ai rendu un des véhicules disponibles, il est mis en disponible. Je peux l'utiliser, c'est une fois par livre. Déplacez-vous immédiatement au Manoir Wayne, puis placez le Batcopter sur une case action libre du lieu que vous venez de quitter. Jusqu'à la fin de ce livre, aucun ennemi ne pourra être ajouté ou déplacé sur cette case. Et si le Batcopter est en ville à la fin de ce livre, remettez cette carte et le Batcopter au Manoir Wayne. Donc c'est vraiment du one-shot, les véhicules. Donc c'est vraiment des cartes à tout un peu qu'on peut placer à un moment qui nous intéresserait. J'avoue que je les ai pas trop utilisées dans les parties que j'ai faites. À part un qui était super utile dans le scénario 2, je crois qu'on a le Bat-Tank. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, le Bat-Tank, vous avez une action une fois par livre, et là, vous avez une action pour le livre 2 uniquement. Donc, il y a à dire que cette partie-là du Bat-Tank, elle sera valable que pour le livre 2. Et le livre 2, d'ailleurs, pour le Bat-Tank n'est pas mis en... Il me semble qu'il n'est pas mis au Manoir Wayne, mais il est mis en objectif. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour récupérer le Bat-Tank. Donc on est sur objectif en cours, objectif terminé. Et là, à ce moment-là, on peut prendre le Bat-Tank et le mettre au manoir... en véhicule disponible directement. Par contre, pour le livre 3, il sera en véhicule, si on l'a déjà utilisé, il sera en véhicule au Manoir Wayne. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette souplesse de jeu qui a une mécanique finalement qui est plutôt simple, assez basique, mais qui est assez intéressante, parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est quand même assez intéressant. Et puis les cartes événements, et puis qui sont quand même au cœur du jeu. Et puis le fait qu'il y ait plein de choses qui viennent perturber, qui viennent modifier la mise en place et le déroulement d'une partie. C'est que je pense que dans les grandes lignes, on va retrouver la même chose, puisque ce sera les mêmes boss pour chaque livre, ce sera les mêmes objectifs pour chaque livre. Ça, c'est le truc qui est un petit peu dommage, mais finalement, c'est pour pouvoir aussi contrôler un peu l'évolution du personnage, je pense. Mais vous allez voir un déroulé qui sera différent du fait de la configuration du plateau, du placement des indices et des choses à rechercher. Et rien que ça suffira à modifier votre partie. Plus après, vous aurez aussi l'ordre. Ici, on dit qu'on choisit nous-mêmes, mais vu que les quartiers dans lesquels ça va apparaître ne seront jamais les mêmes d'une partie à l'autre, et ben finalement, ça va vous modifier aussi la donne pour gérer le plateau. Donc c'est pas mal du tout. Et puis aussi les 12 cartes actions, c'est que puisqu'on pioche dans tout le paquet action 12 cartes, ce sera jamais les mêmes 12 cartes au début, et donc vos choix des premiers tours et des tours suivants ne seront jamais les mêmes. Alors il y a très peu de chances qu'on vienne sur la même configuration. Donc pour ça c'est vraiment assez bien foutu. C'est un peu déroutant au départ, je dois avouer que c'est un peu déroutant au départ. La doc est pas trop mal faite, mais il faut, si vous prenez le jeu, il faut la lire entièrement. C'est difficile de jouer en même temps qu'on l'a fait. On peut faire le setup, et encore,
Sur le setup, je vais retrouver... qu'est-ce que je voulais dire sur le setup? Quand on commence à préparer la ville, c'est placer les figurines et les jetons suivants sur les lieux, placer le commissaire Gordon sur la résidence Gordon, Batman sur la tour Wayne, placer double face et un mutant sur l'asile d'Arkham, placer double face au centre du lieu. Ah oui, alors le boss n'occupe pas une zone d'action, il est toujours au milieu. Ajouter 3 mutants dans chaque district, donc zone d'une couleur, ajouter 3 flics dans chaque région, ajouter 3 journalistes dans chaque région. Vous voyez, on fait ça, et si vous ne savez pas ce qui se passe derrière, et à quoi ça sert, bah vous allez les placer, et finalement vous n'allez pas faire forcément gaffe. Donc c'est important de savoir quand même à quoi servent les cases qui sont ici, et important de savoir que 3 lieux, ça vous fait une émeute, important de savoir que vous pouvez très bien pénétrer sur un lieu s'il y a une zone vide, en se faufilant par exemple, et surtout équilibrer la présence et laisser toutes les actions au moins une fois disponibles, si c'est possible. Parce que si vous le faites pas, si vous le faites on le fait au hasard, vous risquez de vous retrouver un peu embêté sur la première partie. Il y a quand même beaucoup d'infos, mais la doc est plutôt, à part la taille ridicule, puisqu'elle fait la taille de la boîte, et donc c'est pas pratique à lire, elle est plutôt bien foutue. On a un rappel ici, des rappels souvent. Pour chaque livre, on vous rappelle, normalement, chaque composant est fait pour que vous n'ayez pas à vérifier les règles. C'est pour ça que je vous dis que sur le résumé de la manche du scénario 1, elle est là. La différence avec le résumé de la manche pour le 2, ça va se situer, si je fais une comparaison rapide, ça va se situer ici, ajouter des mutants, placer des mutants aussi près que possible d'une forteresse, parce qu'en fait dans le scénario 2, c'est des forteresses, des bastions des mutants, et donc là, cette fois-ci, les mutants, on va pas les placer dans les lieux qui sont indiqués par ces choses-là, mais on va les placer là où il y a des forteresses ou au plus près. Donc c'est assez important. Au niveau du combat, vous avez un petit truc en plus, c'est que par exemple, vous voyez que le combat aussi va être différent entre le chapitre 1 et le chapitre 2, vous aurez un petit pavé en plus. C'est bien, c'est qu'il est mis en jaune, donc vous avez une idée. Si vous avez battu au moins un mutant, retirez un journaliste du lieu ou d'un lieu adjacent. Si vous avez battu au moins un flic, ajoutez un journaliste au lieu ou au lieu adjacent. Donc vous allez avoir une petite variante comme ça, c'est pas grand chose. Par contre, ça à prendre en compte, parce que c'est bien que ce soit sur ces cartes de rappel, parce que sinon on aurait tendance à faire la même chose tout le temps, comme le premier scénario, et on oublierait des règles. Donc pas mal, j'aime bien qu'ils se soient donné la peine pour indiquer sur quel livre ça arrive, et modifier, et que les règles qui étaient modifiées, c'est pas seulement dans le livre, parce que ces règles-là, elles sont indiquées sur chaque livre. Les règles que je viens de vous dire, elles sont indiquées dans les livres. D'ailleurs, vous voyez que dans le livre 2, on a Robin qui va arriver. Donc ça, on vous dit comment combattre les forteresses, qui vont être des pions en plus qu'on va placer, mais qui vont représenter des forteresses. Ça va être des pions un peu lambda, mais qui représentent des forteresses de mutants. Et là, cette fois-ci, il y aura 8 ennemis qui vont apparaître. Donc, je crois qu'on commence à 7 dans la case qui est ici, après ça passe à 8. Mais ça peut se faire varier, ça. C'est intéressant à prendre. Donc voilà, donc c'était ma présentation du jeu Batman. Je pense que, moi de mon côté, je trouve que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu parce que c'est pas un jeu bébête où on va lancer les dés et taper des points de dégâts, il y a un peu plus que ça. Ça suit la trame du livre, ça a des animés aussi, parce que j'ai regardé les animés jusqu'au mutant. J'ai pas été plus loin, donc en fait je sais pas à quel moment, je crois que dans le 3e intervient le Joker, dans le 4e Superman, mais j'ai pas vu la suite, j'ai pas lu le livre non plus. Mais du coup je regarde l'animé, il reprend bien l'histoire. Et puis je trouve qu'au niveau dessin il est plus sympa. Mais du coup voilà, ça suit bien la trame des livres, et je pense que ça peut vraiment plaire à quelqu'un qui aime bien Batman et qui aime un peu ce style de jeu, qui est entre le jeu euro, et malgré tout il y a des dés, donc ça permet d'avoir un peu de peps dans les combats et dans des choses comme ça, mais qui est pas sur un rythme effréné, d'accord? C'est un rythme plutôt posé, lent, très structuré. Alors lent, je dis lent, non, parce qu'en fait au bout d'un moment vous allez relativement vite à faire ce que vous voulez faire. Vous vous posez pas mal de questions quand même. Sur les chemins, on se pose beaucoup de questions sur quel chemin est le meilleur. L'utilisation des alliés, dès le livre 2, vous avez 2 alliés, donc lequel je vais activer. Parce que Robin est super intéressante en allié. Elle permet, Robin, si je dis pas de bêtises, elle est où Robin? Robin, alors déjà Robin se rend sur n'importe quel lieu pendant son déplacement. Donc ça c'est super intéressant. Elle suit pas les chemins, donc elle va n'importe où. Si elle est en ville, on peut retirer un mutant de son lieu. Donc ça c'est pas mal aussi, ça permet d'éliminer les mutants rapidement. Et si elle est sur la carte Batman, parce qu'on peut la mettre sur la carte de Batman, à ce moment-là, donc avec la figurine à ce moment-là, elle est sur la carte de Batman et plus dans la ville,
à ce moment-là, elle peut ajouter ses dés alliés à chaque lancer de combat pendant le tour où elle se trouve avec Batman. Sachant qu'au début, elle aussi, elle a un dé, et je pense qu'elle va pouvoir en gagner au fur et à mesure des scénarios. Donc voilà, c'est un jeu qui va évoluer, c'est comme une mini-campagne. Alors ça peut être assez long, hein. Je trouvais que les scénarios étaient plutôt longs, enfin mon premier scénario, mes 2 premiers scénarios étaient plutôt longs, mais je l'ai joué sur plusieurs sessions. Mais ça, je pense que faire les 4 à la suite, ce serait trop long. Ce serait un petit challenge, mais ce serait un peu trop long. Mais c'est intéressant parce que le jeu évolue, sans devoir garder plein de choses, c'est qu'il évolue, c'est-à-dire qu'il va se construire sur une base commune, et il va rajouter des petites choses, et il va changer un petit point de règle, et il va vous ajouter des petites contraintes, et tout en gardant d'un coup sur l'autre le plateau, et la façon dont vous l'avez modifié. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas si j'étais très clair, j'espère que c'était plutôt clair. J'essaierai de faire une partie complète, non. Je me refuse à faire une partie complète de Batman, je pense que ça serait un peu trop long en vidéo. Ou alors il faudrait que je fasse que du montage pour faire que les parties décision et avancer. Ce serait à voir. Mais par contre, je pourrais faire un exemple de partie ou un exemple de moment dans le jeu où on fait un exemple de tour de jeu, un exemple de combat, quand ça devient intéressant avec beaucoup de dés. Et voir comment ça se déroule réellement. Normalement, j'ai découvert l'ensemble des règles et de ce qu'il fallait savoir sur le jeu. Donc ce qui est le plus important de toute façon quand on reprend le jeu, là, si je devais le reprendre maintenant, c'est cette carte qui vous rappelle le déroulé de la manche, enfin d'une manche et les tours, le combat. Et après, c'est plutôt très simple à utiliser. Donc voilà, c'était Batman The Dark Knight Returns. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.